Quand le lendemain matin, à 11 heures précises, Raskolnikov entra dans le bâtiment du commissariat X, dans la section du commissaire aux affaires criminelles, et demanda à ce qu'on l'annonce à Porfiri Petrovitch, il s'étonna même qu'on mette autant de temps à le recevoir. Il se passa au moins 10 minutes avant qu'on ne l'appelle. Or, d'après ses calculs, il devait, semblait-il, se jeter sur lui tout de suite. Pourtant, il était resté dans la salle d'attente, des gens passaient et repassaient devant lui, et visiblement, il leur était absolument indifférent. Dans la pièce suivante, qui ressemblait à une administration, un certain nombre de scribes étaient en train d'écrire, et c'était une évidence, il n'y en avait pas un qui avait même l'idée de quoi ou qu'est-ce pour Raskolnikov. D'un regard inquiet et soupçonneux, il regardait autour de lui, essayant d'observer s'il n'y avait pas près de lui ne serait-ce qu'une sentinelle quelconque, un quelconque regard mystérieux destiné à le surveiller où qu'il aille. Mais il n'y avait rien de semblable. Il ne voyait que des petits fonctionnaires pris dans leurs soucis mesquins, puis encore d'autres gens, il ne savait pas qui, et personne ne faisait attention à lui, même si peu que ce fût. Il aurait pu partir, là, maintenant, aux 4 vents. Il était de plus en plus persuadé que si réellement cet homme mystérieux d'hier, ce fantôme sorti de sous la terre, avait tout su et tout vu, eh bien, est-ce qu'on l'aurait laissé, lui, Raskolnikov, attendre aussi tranquillement? Et est-ce qu'on l'aurait attendu ici jusqu'à 11 heures, heure à laquelle c'était lui qui avait jugé bon de se présenter? Il en découlait que soit cet homme n'avait encore rien dénoncé, soit tout simplement, lui non plus, il ne savait rien du tout, et il n'avait rien vu de ses propres yeux, comment aurait-il pu voir d'ailleurs? Et donc tout ça, tout ce qui s'était passé hier avec lui, Raskolnikov, c'était encore une fois une chose fantomatique, une exagération de son imagination malade et à bout de nerfs. Cette déduction, depuis la veille encore, pendant les inquiétudes les plus fortes et le désespoir, avait commencé à se renforcer en lui. À présent, après avoir repensé à tout cela et en se préparant à une nouvelle bataille, il sentit brusquement qu'il tremblait, et c'est même de l'indignation qui se mit à bouillonner en lui à l'idée qu'il tremblait de peur devant ce Porfiri Petrovitch qu'il haïssait. Le plus monstrueux était de se retrouver avec cet homme. Il le haïssait hors de toute mesure, à l'infini, et il avait même peur, à cause de cette haine, de se découvrir d'une façon ou d'une autre. Et cette indignation fut si puissante qu'elle arrêta tout de suite le tremblement. Il se prépara à entrer avec un air froid et hautain, et se fit la promesse de se taire le plus possible, de regarder et d'écouter, et au moins pour cette fois-là, coûte que coûte, de vaincre sa nature maladivement nerveuse. À ce moment précis, on l'appela chez Porfiri Petrovitch. Il s'avéra qu'à cette minute, Porfiri Petrovitch était tout seul dans son bureau. Son bureau était une pièce ni grande ni petite. On y trouvait une grande table devant un divan couvert de moleskine, un secrétaire, une armoire dans un coin et quelques chaises, le tout en meubles de service de bois blanc poli. Dans un coin au mur du fond, ou pour mieux dire, dans la cloison, il y avait une porte fermée plus loin, derrière la cloison. Il devait y avoir sans doute d'autres pièces. À l'entrée de Raskolnikov, Porfiri Petrovitch referma tout de suite la porte par laquelle il venait de passer, et les deux hommes restèrent en tête-à-tête. Il accueillit son hôte, visiblement de l'air le plus joyeux et le plus accueillant, et c'est seulement quelques minutes plus tard que Raskolnikov, à certains indices, remarqua en lui comme une espèce de trouble, comme si on venait, soudain, de le désarçonner ou qu'on l'avait trouvé occupé à quelque chose de très solitaire et de très caché. « Ah, très honoré. Vous voilà donc dans nos parages, » commença Porfiri, lui tendant les deux mains. « Mais asseyez-vous donc, mon bon monsieur, ou peut-être, si ça se trouve, vous n'aimez pas qu'on vous appelle très honoré, et mon bon monsieur, comme ça, tout court. Ne prenez pas ça, je vous en prie, pour une familiarité. Tenez, ici, n'est-ce pas, sur notre petit divan. » Raskolnikov s'assit sans le quitter des yeux.
Dans nos parages, les excuses d'être familier, la formulette française tout court, etc., tout cela était autant d'indices caractéristiques. Il m'a tendu les deux mains, n'empêche, mais il n'en a pas donné une seule. Il me les a retirées à temps, se dit-il dans un éclat de soupçon. Les deux hommes se surveillaient, mais sitôt que leurs regards se croisaient, tous les deux, à la vitesse de l'éclair, ils les détournaient l'un de l'autre. « Je vous apporte ce papier. Pour la montre, là, tenez. C'est écrit comme ça ou il faut réécrire? »« Quoi? Le papier? Ça va, ne vous en faites pas, parfait. N'est-ce pas ?» répliqua Porfiri Petrovitch, comme s'il était pressé d'aller on ne savait où, et après avoir dit cela, il prit le papier et il l'examina. « Oui, c'est exactement ça, c'est tout ce qu'il faut, confirma-t-il, avec le même débit précipité, et il posa le papier sur son bureau. Ensuite, une minute plus tard, parlant déjà d'autre chose, il le reprit sur le bureau et le posa sur le secrétaire. « Vous aviez dit, je crois, hier que vous vouliez m'interroger, en bonne et due forme, sur mes relations avec cette assassinée, voulut reprendre Raskolnikov. Mais pourquoi j'ai placé « je crois » se sentit-il penser dans un éclair. Et une deuxième pensée fusa tout de suite comme un éclair. Et pourquoi je m'inquiète tellement d'avoir placé ce « je crois » Et il sentit que sa méfiance, au seul contact avec Porphyrie, rien qu'à ses deux premiers mots, à ses premiers regards, avait déjà grandi en une seconde jusqu'à des proportions monstrueuses. Et cela, c'était un danger terrible. Les nerfs s'irritent, l'inquiétude augmente. Malheur, malheur, je vais encore trop parler. Non, ne vous en faites pas, nous avons tout le temps, marmonnait Porfiri Petrovitch, marchant de long en large près de son bureau, mais comme sans aucun but, tantôt comme s'il courait vers la fenêtre, ou vers le secrétaire, ou à nouveau vers le bureau, soit en évitant le regard soupçonneux de Raskolnikov, soit s'arrêtant soudain de lui-même, et en le fixant alors droit dans les yeux. Sa petite silhouette replète et dodue semblait alors extrêmement étrange, comme une sorte de ballon qui roulerait dans toutes les directions et qui rebondirait tout de suite sur tous les murs et tous les coins. « On aura le temps, n'est-ce pas? On aura le temps. Dites, vous fumez? Vous en avez? Tenez, n'est-ce pas, une petite cigarette ?» poursuivait-il, tendant une cigarette à son hôte. « Vous savez, je vous reçois ici, mais mon appartement, n'est-ce pas, il est là, juste derrière la cloison. Appartement de fonction, n'est-ce pas? Et moi, pour l'instant, je loue en ville. Quelques cloisons, n'est-ce pas, qu'il fallait remonter. Maintenant, c'est presque prêt. Un appartement de fonction, vous savez, c'est un bon truc. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? »« Ouais, c'est un bon truc, » répondit Raskolnikov, avec presque une moquerie dans le regard. « Un bon truc? Un bon truc, » répétait Porfiri Petrovitch, comme s'il était en train de réfléchir à quelque chose de tout autre. « Oui, un bon truc, » finit-il par presque s'écrier, levant soudain les yeux vers Raskolnikov et s'arrêtant à 2 pas de lui. Cette répétition multiple et stupide, comme quoi un appartement de fonction était un bon truc, était trop en contradiction, par sa vulgarité, avec le regard sérieux, réfléchi et mystérieux qu'il venait de fixer sur son hôte. Mais cela fit bouillonner encore plus fort la rage de Raskolnikov, et cette fois, il fut incapable de se retenir d'un défi moqueur et assez imprudent. « Vous savez quoi ?» demanda-t-il soudain, le regardant presque avec témérité, et comme si, dans cette témérité, il ressentait une jouissance. « Il y a une loi juridique comme ça, il paraît, un genre de procédé juridique pour tous les inspecteurs possibles et imaginables, de commencer très loin par des petite vétille, ou même quelque chose de sérieux, mais qui n'a rien à voir, pour, si l'on peut dire, ragaillardir, ou, pour mieux dire, distraire celui qu'on interroge, endormir sa méfiance, et puis ensuite, brusquement, de la façon la plus inattendue, l'abasourdir, comme d'un grand coup sur le crâne par la question la plus fatale et la plus dangereuse. C'est ça, non? Ça, je crois bien, c'est une règle sacrée dans toutes les instructions jusqu'à présent. Ah, oui, oui. Alors, vous pensez qu'avec l'appartement de fonction, moi je voulais vous... Hein? Et à ces mots, Porfiri Petrovitch plissa les yeux et les cligna. Il y eut quelque chose de joyeux et de rusé qui lui parcourut le visage. Ses petites rides sur le front s'effacèrent, ses petits yeux se plissèrent, et les traits de son visage se détendirent, et brusquement,
il éclata d'un long rire nerveux, se balançant et ondulant de tout le corps, tout en fixant les yeux de Raskolnikov. Celui-ci se mit à rire à son tour, en se forçant un peu, mais lorsque Porphyri, voyant qu'il riait également, partit d'un rire si puissant que son visage devint presque pourpre, le dégoût de Raskolnikov dépassa brusquement toutes les limites de la prudence. Il cessa de rire, fronça les sourcils et fixa Porphyri d'un regard long et plein de haine, sans le quitter des yeux tout le temps que dura ce rire, si long qu'il cherchait visiblement à rendre interminable. L'imprudence du reste était flagrante des deux côtés. Il apparaissait que Porphyri Petrovitch était lui-même en train de rire à la face de son hôte, lequel recevait ce rire avec de la haine et que cette haine ne le gênait nullement. Cette dernière circonstance était très importante pour Raskolnikov. Il comprit que, sans doute, tout à l'heure non plus, Porphyri Petrovitch ne se sentait pas gêné, et qu'au contraire, c'était lui, Raskolnikov, qui était visiblement tombé dans son piège, qu'il y avait là évidemment quelque chose qu'il ne savait pas, un certain but, que peut-être tout était déjà prêt et que, d'une minute à l'autre, tout allait se découvrir, lui tomber dessus. Il alla tout de suite droit au but, se leva de sa place et reprit sa casquette. « Porphyri Petrovitch, commença-t-il d'une voix décidée mais assez fortement nerveuse, hier vous avez exprimé le désir que je me présente pour je ne sais quel interrogatoire. Il souligna particulièrement le mot « interrogatoire ». Je suis venu ici, si vous avez besoin de quelque chose, posez-moi des questions, sinon permettez-moi de me retirer. Je n'ai pas le temps, j'ai quelque chose à faire. Il faut que j'assiste à l'enterrement de ce fonctionnaire qui s'est fait écraser par des chevaux que... Lui aussi, vous connaissez, ajouta-t-il, rageant tout de suite pour cet ajout et donc rageant de plus en plus. Tout cela, n'est-ce pas, commence à m'ennuyer. Vous entendez? Et depuis longtemps. C'est en partie pour ça que je suis tombé malade. Bref, poursuivit-il presque dans un cri, sentant que cette phrase sur sa maladie tombait encore plus mal. Bref, je vous prie soit de m'interroger, soit de me laisser partir, séance tenante. Et si vous voulez m'interroger, j'exige que ce soit officiel, sinon je ne le permettrai pas. Donc, pour l'instant, adieu, puisque nous n'avons rien à faire ensemble, vous et moi, en ce moment. Mon Dieu, qu'est-ce qui vous prend? Mais qu'est-ce que j'ai à vous demander, gloussa soudain Porphyri Petrovitch, changeant tout de suite de ton et d'apparence et arrêtant de rire à l'instant même. Mais ne vous inquiétez pas, je vous en prie, poursuivit-il en s'agitant, tantôt en se jetant de tous les côtés à la fois, tantôt en essayant de faire se rasseoir Raskolnikov. Nous avons le temps, n'est-ce pas? Nous avons tout le temps, et tout ça, c'est juste des bêtises. Non, au contraire, je suis heureux que vous ayez enfin fini par nous rendre visite. Je vous reçois comme un hôte. Mais pour ce maudit rire, mon bon monsieur Rodion Romanovitch, pardonnez-moi. Rodion Romanovitch? C'est ça, n'est-ce pas, votre patronyme, hein? Je suis quelqu'un de nerveux. Vous m'avez fait rire. Vous, beaucoup, avec l'humour de votre remarque. Ça m'arrive parfois, je me mets à trembler comme du caoutchouc, et ça me tient une bonne demi-heure. Le rire facile. Oui, avec ma complexion, j'ai même peur de la paralysie. Mais rasseyez-vous donc enfin, je vous en prie, mon bon monsieur, sinon je me dirai que vous êtes fâché. Raskolnikov se taisait. Il écoutait et observait, mais ses sourcils étaient toujours froncés de rage. Du reste, il se rassit, sans lâcher sa casquette. Je vais vous dire une chose, mon bon monsieur Rodion Romanovitch, à mon propos, pour ainsi dire, à titre d'explication de mon caractère, poursuivait, s'agitant à travers la pièce, Porphyri Petrovitch, et comme s'il évitait à nouveau de croiser les yeux de son hôte. Vous savez, je suis un célibataire, quelqu'un qui ne connaît rien au monde, un inconnu, et en plus, un homme fini, mais des plus endurcis, monté en graines, et vous avez remarqué, Rodion Romanovitch, que chez nous, je veux dire, chez nous en Russie, et surtout dans nos cercles pétersbourgeois, s'il y a deux hommes intelligents qui ne se connaissent pas encore trop bien, mais qui, pour ainsi dire, se respectent mutuellement et se retrouvent, ils mettent une bonne demi-heure à trouver un thème de conversation. Ils restent engourdis, ils se regardent et ils ont honte. Tout le monde a un thème de conversation. Les dames, par exemple, elles ont des thèmes... Chez les gens du monde, par exemple, les personnes du ton le plus élevé, il y a toujours un thème de conversation. C'est de rigueur. Mais les gens du médiocre, comme nous,
Ils se sentent vite honteux, ils se taisent tous. Les gens qui pensent, c'est-à-dire. D'où est-ce que ça provient, n'est-ce pas, mon beau monsieur? Les intérêts sociaux, n'est-ce pas, qui nous manquent, ou bien alors, nous sommes drôlement honnêtes et nous refusons de nous mentir les uns les autres, n'est-ce pas? Je n'en sais rien. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais votre casquette, là, posez-la, comme si vous aviez l'idée de partir. Là, maintenant. Vraiment, ça me gêne rien que de le voir. Moi, au contraire, n'est-ce pas, je suis si content. Raskolnikov reposa sa casquette, continuant de se taire, et il se mit à écouter d'un air sérieux et renfrogné le bavardage incohérent et creux de Porphyrie. Non, mais c'est vrai qu'il veut distraire mon attention avec son bavardage stupide? Le café, je ne vous en propose pas, ce n'est pas le lieu, mais pourquoi ne pas passer 5 petites minutes avec un bon ami pour se distraire, poursuivait sans s'arrêter Porphyrie, et, n'est-ce pas, vous savez, toutes ces obligations de service... Mais ne vous fâchez pas, mon beau monsieur, si je suis, n'est-ce pas, toujours en train de marcher comme ça, aller-retour. Pardonnez-moi, mon beau monsieur, j'ai vraiment peur de vous offenser, mais l'exercice, eh bien, ça m'est, n'est-ce pas, absolument indispensable. Je reste tout le temps assis et je suis si content de marcher comme ça, 5 petites minutes. Les hémorroïdes, n'est-ce pas? J'ai toujours l'intention de me soigner au gymnase. Là-bas, à ce qu'on dit des conseillers d'État actuels et même des conseillers secrets qui sautent, n'est-ce pas, volontiers à la corde. Voilà jusqu'où ça va, la science. Je veux dire au siècle où nous sommes. Eh oui, quant à nos obligations d'ici les interrogatoires et tout ce formalisme... Vous venez de faire allusion vous-même, n'est-ce pas, mon bon monsieur, aux interrogatoires? Eh bien, c'est vrai, vous savez, mon bon monsieur Rodion Romanovitch, ces interrogatoires, ils désarçonnent parfois plutôt l'interrogateur que l'interrogé. Cela, mon bon monsieur, vous aviez absolument raison, et c'était très fin à vous de le remarquer. Raskolnikov n'avait rien remarqué de semblable. On s'embrouille, n'est-ce pas, je veux dire, on s'embrouille, toujours la même chose, quoi, la même chose, comme un tambour, il y a une réforme, tenez, nous, c'est au moins notre nom qui changera, et... Et pour ce qui est de nos procédés juridiques, comme vous l'avez dit finement, eh bien, je suis pleinement, n'est-ce pas, de votre avis. Parce que... Qui donc, dites-moi, parmi tous les accusés, même le moujik le plus obscur, ne sait pas, par exemple, qu'on va d'abord l'endormir avec des questions qui n'ont rien à voir, selon votre expression heureuse? Eh bien, d'un coup, on le renverse. Un coup en plein sur le haut du crâne, avec le marteau de la hache, n'est-ce pas? En plein sur le haut du crâne, selon votre heureuse comparaison. Alors c'est vrai que vous avez pensé qu'avec l'appartement, je voulais vous... Vous êtes ironique, hein? Vous, comme homme, non? J'arrête. Ah, oui, à propos. Un mot en appelle un autre, les pensées se complètent. Vous venez tout à l'heure de faire allusion, n'est-ce pas, oui, à la forme. Mais, quoi, la forme? La forme, vous savez, dans bien des cas, c'est, n'est-ce pas, des bêtises. Parfois, on parle juste amicalement, c'est beaucoup mieux. La forme, elle ne bougera pas pour ça, n'est-ce pas? Permettez-moi de vous rassurer, et puis, qu'est-ce que c'est, au fond, la forme? Je vous le demande. Ce n'est pas possible d'entraver l'enquêteur avec la forme à chaque pas qu'il fait. Le travail de l'enquêteur, c'est pour ainsi dire un art libre dans son genre, ou quelque chose, enfin, de ce genre-là. Porphyri Petrovitch reprit son souffle une petite minute. Il répondait ainsi sans se lasser, tantôt des phrases absurdes et vides, tantôt laissait passer des sortes de petites formules mystérieuses, et tout de suite après, il retombait dans l'absurdité. À présent, il en était presque à courir à travers la pièce, déplaçant de plus en plus vite ses petites jambes grasses, regardant toujours au sol, le bras droit derrière le dos, tandis que le bras gauche s'agitait toujours et faisait toutes sortes de gestes qui, à chaque fois, juraient d'une façon étonnante avec ce qu'il disait. Raskolnikov remarqua soudain qu'en courant à travers la chambre 2 fois, il s'était comme arrêté devant la porte 1 seconde, à croire qu'il tendait l'oreille. Il attend quelque chose ou quoi? Mais vous avez absolument raison, n'est-ce pas? Reprit à nouveau Porphyri, regardant Raskolnikov d'un air joyeux et incroyablement bonhomme, qui le fit tressaillir et, en 1 seconde, se tenir prêt. C'est vrai, n'est-ce pas? Vous avez eu raison de rire ainsi, et avec quelle finesse des formes, n'est-ce pas, juridiques? Parce que nos procédés, là, enfin, pas tous, profondément psychologiques, ils sont tout à fait comiques, et en plus, n'est-ce pas, inutiles, au cas où ils seraient, n'est-ce pas, engoncés dans la forme.
Oui, encore une fois, j'y reviens à la forme. Tenez, je démasque, ou, pour mieux dire, je soupçonne quelqu'un, ou tel autre, n'est-ce pas, un criminel pour, je ne sais pas, une petite affaire qui me serait confiée. Vous vous préparez, n'est-ce pas, à être juriste, Rodion Romanovitch? Oui, je me préparais. Eh bien, tenez, pour ainsi dire, un petit exemple pour l'avenir, c'est-à-dire, n'allez pas croire que j'ose prendre sur moi de vous faire un cours, parce que vous... Oula, ces articles sur les crimes que vous publiez, non. Juste comme ça, comme un fait, un petit exemple que j'oserais vous présenter. Eh bien, je considère par exemple qu'un tel, ou bien tel autre, ou un troisième doit être un criminel. Pourquoi, je vous demande, irais-je l'inquiéter avant l'heure, même si j'ai contre lui, n'est-ce pas, des preuves matérielles? Il y en a par exemple que j'ai dans l'obligation d'arrêter au plus vite, mais d'autres, n'est-ce pas, c'est un autre caractère, je vous jure. Alors pourquoi je ne les laisserai pas se promener encore un peu dans la cité? Non, je vois que vous ne me comprenez pas totalement. Je vais être plus clair dans ma démonstration. Si je le coffre, par exemple, trop tôt, je lui donnerai pour ainsi dire, si ça se trouve, une assise morale. Ça vous fait rire? Raskolnikov n'avait pas eu l'idée de rire. Il restait là, les lèvres serrées, le regard enflammé, fixé sur celui de Porfiri Petrovitch. Et pourtant, n'est-ce pas, c'est bien ça, surtout avec certains sujets, parce que les gens, n'est-ce pas, ils sont tous ce qu'il y a de plus divers, et il n'y a qu'une seule pratique pour tous. Tenez, vous dites, là, maintenant, les preuves matérielles. Bien sûr, bon, mettons, c'est des preuves matérielles, mais n'est-ce pas, mon beau monsieur, les preuves matérielles, c'est à double tranchant, en grande partie, c'est-à-dire, et moi, n'est-ce pas, je suis enquêteur, donc, et je suis un homme faillible, je me repens. L'enquête, pour ainsi dire, je voudrais la présenter avec une clarté mathématique, je voudrais comme preuve matérielle quelque chose qui aille comme 2 fois 2 font 4, et que ça ressemble à une démonstration directe, incontestable. Et pourtant, si je l'arrête trop tôt, notre homme, même si je suis persuadé que c'est lui, c'est moi-même, n'est-ce pas, que je prive des moyens de le démasquer ultérieurement. Et ça, pourquoi ? Parce que je lui donne, pour ainsi dire, une position stable, pour ainsi dire. Je le prépare et je l'apaise psychologiquement et il rentre dans sa carapace. Il comprend enfin qu'il est prisonnier. Il paraît, tenez, à Sébastopol, tout de suite après Alma, les gens intelligents, cette peur qu'ils avaient que l'ennemi l'attaque là, tout de suite, et qu'ils prennent Sébastopol d'assaut, d'un seul coup, d'une seule attaque. Et quand ils ont vu que l'ennemi préférait un siège en règle et qu'il ouvrait une première parallèle, cette joie, il paraît qu'ils ont eu, les gens intelligents. Et comme ils se sont apaisés, l'affaire, n'est-ce pas, pendant au moins 2 mois, elle se mettait à traîner parce que, avec un siège, d'ici qu'ils puissent prendre la ville, encore une fois, vous riez, vous ne me croyez toujours pas? Non, bien sûr. Vous aussi, vous avez raison. Si, vous avez raison, n'est-ce pas? Tout ça, c'est des cas particuliers, je suis d'accord. Le cas que je vous présente, c'est sûr qu'il est particulier. Mais voilà ce qu'il faut observer en même temps, mon excellent Rodion Romanovitch. Le cas général, n'est-ce pas, celui pour lequel elles sont conçues, toutes les formes, toutes les lois juridiques, celui pour lequel elles sont calculées et mises dans les livres, eh bien, il n'existe pas du tout. Pour cette simple raison déjà que toute chose, tout crime, par exemple, à partir du moment où il arrive dans la réalité, il devient tout de suite un cas totalement particulier. Et parfois même complètement. Il ne ressemble même en rien du tout, n'est-ce pas, à ce qui s'est fait auparavant. Il y a des histoires vraiment comiques qui vous arrivent parfois dans ce genre-là. Pourtant, si je le laisse, le monsieur en question, complètement seul, si je m'abstiens de l'arrêter, de l'inquiéter, mais qu'il sache à chaque heure, à chaque minute, ou du moins qu'il soupçonne que je sais tous les détails et que je le surveille jour et nuit, que je reste à l'épied sans fin ni cesse, et si je le laisse en toute conscience sous un soupçon, sous une peur éternelle, eh bien je vous jure, c'est le tournis qui s'y met. N'est-ce pas? Il viendra de lui-même. Et en plus, je vous parie, il vous inventera encore des choses qui feront que vraiment ça va ressembler à 2 fois 2. Ça vous aura vraiment, pour ainsi dire, un air mathématique. Et ça, n'est-ce pas, ça fait drôlement plaisir. Ça peut se faire aussi bien avec une brute épaisse, un paysan, mais avec nous autres, des contemporains intelligents. Et en plus de ça, développé d'une certaine façon, là, je ne vous dis pas, parce que, mon cher, c'est un truc drôlement important de comprendre de quelle façon le bonhomme est développé. Parce que les nerfs, n'est-ce pas? Les nerfs, c'est ça que vous oubliez. Parce que
Tout ça, maintenant, c'est malade, c'est chétif, toujours à fleur de peau, et la bile, et toute cette bile qu'ils ont tous. Mais ça, je vous dirais, dans certains cas, oui, c'est une véritable mine. Et qu'est-ce que ça peut me faire qu'ils se promènent dans la cité, libre comme l'air? Tant mieux, mais qu'ils se promènent. En attendant, tant mieux. Moi, n'est-ce pas, je n'ai pas besoin de ça pour savoir que je tiens ma petite victime, qu'elle n'a aucun moyen de m'échapper. Ou vous voulez qu'il m'échappe? Qu'il file à l'étranger ou quoi? Un Polonais pourra s'enfuir à l'étranger, mais lui, jamais, d'autant que je le surveille. J'ai pris les mesures. Au fin fond de sa patrie, ou quoi, il va s'enfuir? Mais là, c'est le pays des paysans, des vrais, des authentiques, des Russes. Et l'homme développé contemporain, il préférera plutôt le bagne que de vivre avec des étrangers comme nos moujiks. Mais ça, c'est des bêtises, c'est l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? S'échapper, de la pure forme. L'essentiel, ce n'est pas ça, ce n'est pas seulement parce qu'il n'y a nulle part où s'échapper qu'il ne m'échappera pas. C'est psychologique qu'il ne m'échappera pas. Ça, c'est une expression, n'empêche. C'est par une loi de la nature qu'il ne m'échappera pas, même s'il y avait un endroit où s'échapper. Vous avez vu un papillon devant une bougie? Bien. Il va rester comme ça, tout le temps, à côté de moi, à tourner, comme autour d'une bougie. La liberté qui deviendra un poids. Il se mettra à penser, à s'embrouiller, il s'embrouillera lui-même complètement, comme pris dans un filet. C'est de lui-même qu'il se rongera d'inquiétude, qu'il va se ronger à mort. Bien plus, c'est lui qui me préparera un genre de truc mathématique du genre 2 fois 2. Pourvu que je lui laisse seulement un entracte plus long. Et il va tourner comme ça autour de moi, toujours à rétrécir ses cercles, et paf! Moi j'ouvre la bouche, il entre, et je le gobe. Et ça fait drôlement plaisir, n'est-ce pas? Vous ne croyez pas? Raskolnikov ne répondait pas. Il restait pâle et immobile, fixant avec la même tension le visage de Porphyrie. La leçon est bonne, se disait-il en se glaçant. Ça, ce n'est même plus le chat et la souris comme hier, et ce n'est pas sa force qu'il m'exhibe ou qu'il me souffle. Pour rien. Il est bien trop intelligent pour ça. Il y a un autre but là-dedans. Mais lequel? N'importe quoi, mon vieux. Tu veux me faire peur et tu ruses? Tu n'en as pas de preuves, et l'homme d'hier n'existe pas. Tu veux juste me désarçonner, tu veux que je m'énerve à l'avance pour me prendre au piège dans cet état. Mais tu te trompes, ça va rater, ça va rater. Pourquoi? Pourquoi me souffler tout ça à ce point? Sur mes nerfs malades ou quoi que tu comptes? Non, vieux, tu te trompes, ça va rater. Tu peux avoir préparé tout ce que tu veux. Allez, on verra bien ce que tu m'as préparé. Et il se tendit de toutes ses forces, se préparant à une catastrophe terrible et inconnue. De temps en temps, il avait envie de se jeter sur Porphyrie et de l'étouffer, là, sur place. Sitôt qu'il était entré dans cette pièce, il avait eu peur de cette rage. Il sentait que ses lèvres étaient sèches, son cœur battait, il avait de l'écume aux lèvres. Mais malgré tout, il avait décidé de se taire et de ne pas dire un mot de trop. Il avait compris que c'était la meilleure tactique dans sa situation parce que non seulement il ne pourrait pas se trahir en parlant, mais que son silence, au contraire, irriterait son ennemi et que c'était lui, peut-être, qui allait se trahir. Voilà du moins ce qu'il espérait. Non, n'est-ce pas, je le vois bien que vous ne me croyez pas, vous pensez toujours que c'est des plaisanteries innocentes que je vous expose, reprit Porphyrie, de plus en plus joyeux, avec un petit rire continu de plaisir, et tout en se remettant à tournoyer dans la pièce. C'est Dieu lui-même, sans doute, qui me donne cette apparence, ça ne peut éveiller que des pensées comiques, n'est-ce pas, chez mes prochains, un bouffon, n'est-ce pas, mais voilà ce que je vous dirai, et à nouveau, je me répète, n'est-ce pas? Excusez-moi, mon beau monsieur, Rodion Romanovitch, vous êtes quand même, pardonnez-moi, je suis vieux. Vous, n'est-ce pas, un jeune homme, pour ainsi dire, de la première jeunesse. Et c'est pourquoi vous placez au pinacle l'esprit humain, à l'exemple de tous les autres jeunes. L'acuité joyeuse de l'esprit et les pensées abstraites qui vous séduisent, n'est-ce pas?
Et ça, c'est exactement comme l'ancien grand état-major d'Autriche, par exemple, autant, c'est-à-dire que je puisse juger des affaires militaires. Sur le papier, bon, Napoléon, il l'avait mis en déroute, fait prisonnier et tout. Et vous savez bien, chez eux, dans leur cabinet, avec quelle finesse d'esprit ils avaient tout calculé, tout prévu, et qu'est-ce qu'on voit? Le général, la Mac, qui capitule avec toute son armée. Ça va se voir, mon bon monsieur Rodion Romanovitch. Vous vous moquez de moi, de ce que moi, un civil comme je suis, je vous trouve des exemples, n'est-ce pas, tirés de l'histoire militaire. Mais que faire? C'est mon faible. J'aime les affaires militaires et j'aime tellement, moi, lire les rapports militaires. Sérieux, j'ai raté ma carrière. Moi, j'aurais dû faire l'armée, n'est-ce pas? Je vous jure. Je ne serais pas peut-être devenu Napoléon, mais major, je l'aurais été sûr. Mon bon monsieur, mon brave ami, je vais vous dire toute la vérité en détail sur ce cas particulier, précis, là. La réalité et la nature, mon bon monsieur, c'est une chose importante, et comme elles mettent à plat des fois des calculs les plus judicieux. Écoutez, un vieil homme, c'est sérieux ce que je vous dis, Rodion Romanovitch. En disant cela, Porfiry Petrovitch, qui avait à peine 35 ans, avait comme réellement vieilli d'un coup, même sa voix avait changé, il s'était comme tout entier ratatiné. Et en plus, n'est-ce pas, je suis sincère. Est-ce que je suis sincère? Qu'est-ce que vous en pensez? Complètement, on pourrait croire. Je vous communique gratis, voyez des choses pareilles, et je ne vous demande même pas de rétribution. Et donc, alors, n'est-ce pas, je continue. La finesse de l'esprit, à mon avis, c'est une chose, n'est-ce pas, splendide. C'est pour ainsi dire l'ornement de la nature et la consolation de la vie et tous ces tours que ça vous permet de faire. On pourrait croire, des fois... Comment vous voudriez qu'un pauvre petit enquêteur puisse deviner? Un enquêteur, en plus, qui est lui-même sous le coup de sa propre fantaisie, comme c'est toujours le cas, parce que, n'est-ce pas, lui aussi, c'est un être humain. Mais c'est la nature qui le sauve, le pauvre petit enquêteur. Voilà le malheur. Ça, la jeunesse qui marche par-dessus les obstacles, selon votre expression si fine, si rusée, et qui s'enflamme pour la finesse de l'esprit, elle n'y pensera jamais. Il vous fera, mettons, un mensonge, l'homme, c'est-à-dire le cas particulier, l'incognito, n'est-ce pas, et un mensonge, mais excellent, le plus rusé du monde. Et là, on pourrait croire, c'est son triomphe, et qu'il jouisse des fruits de sa finesse, et lui, vlan, à l'endroit le plus intéressant ou le plus scandaleux, il vous tombe dans les pommes. Bon, mettons, il est malade, et l'air qui est lourd aussi, ça arrive dans les maisons, mais n'est-ce pas quand même, il vous donne à penser. Son mensonge, n'est-ce pas, il peut être sans pareil, mais il n'a pas su compter avec la nature. C'est ça, vous comprenez, la perversion. D'autres fois, il se prend lui-même au jeu de sa finesse, il veut jouer la comédie devant l'homme qui le soupçonne, il se met à pâlir comme pour faire exprès, comme par jeu, mais il pâlit trop naturellement, ça ressemble trop, n'est-ce pas, à la vérité. Et encore une fois, il vous donne à penser. Il vous aura berné peut-être une fois, mais dans la nuit, vous y repensez, si seulement vous n'êtes pas trop bête, vous non plus. Et à chaque pas, c'est pareil. Mais quoi? C'est lui qui va vouloir courir avant la musique. Il va se mettre partout où on ne lui demande rien. Il va parler tout le temps là où il devrait se taire, au contraire. Il va vous faire passer toutes sortes d'allégories. Il vient vous voir lui-même et il vous demande « Pourquoi vous mettez tant de temps à m'arrêter ?» Et ça, n'est-ce pas, ça peut arriver avec l'homme le plus fin, avec un psychologue, un homme de lettres. C'est un miroir, la nature. Un miroir, n'est-ce pas, est le plus transparent. Il suffit de le regarder, de s'admirer. C'est tout. Pourquoi êtes-vous devenu si pâle, Rodion Romanovitch? C'est l'air qui est trop lourd? Vous ne voulez pas que j'ouvre la fenêtre? Oh, ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît, s'écria Raskolnikov, et il se mit soudain à rire. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Porfiry s'arrêta devant lui, attendit, et soudain il éclata de rire lui-même, à sa suite. Raskolnikov se leva du divan, coupa soudain son propre rire complètement maladif. Porfiry Petrovitch, prononça-t-il d'une voix sonore et distincte, tout en tenant à peine sur ses jambes tremblantes, je finis par voir clairement que vous me soupçonnez positivement du meurtre de cette vieille et de sa sœur Lizaveta. De mon côté, je vous déclare que de tout cela, j'en ai assez depuis longtemps. Si vous trouvez que vous avez le droit de faire sur moi une enquête officielle, faites votre enquête. De m'arrêter, arrêtez-moi. Mais me rire au nez et me mettre à la torture, je ne le permettrai pas. Ses lèvres tremblèrent soudain, ses yeux s'enflammèrent de furie, et sa voix, jusqu'alors retenue, se mit à tinter. Non,
Je ne le permettrai pas, cria-t-il soudain, frappant de toutes ses forces du poing sur la table. Vous entendez, Porphyri Petrovitch, je ne le permettrai pas. Oh, mon Dieu, mais ça recommence, cria visiblement tout à fait effrayé Porphyri Petrovitch. Mon bon monsieur, Rodion Romanovitch, mon petit ami, mon bon, mais qu'est-ce qui vous arrive? Je ne le permettrai pas, voulut crier encore Raskolnikov. Mon Dieu, mais moins fort! Mais si on vous entend, on vient. Qu'est-ce qu'on va dire à ce moment-là? Réfléchissez, chuchota terrifié Porphyri Petrovitch, approchant son visage tout près de celui de Raskolnikov. Je ne permettrai pas, répéta machinalement Raskolnikov, mais lui aussi, soudain, dans un murmure. Porphyri se retourna très vite et courut ouvrir la fenêtre. « Faire entrer de l'air et du frais, et un petit verre d'eau, mon bon ami, c'est une crise !» Ce fut comme s'il se jeta vers la porte pour demander de l'eau, mais là, dans le coin, très à propos, il trouva une carafe d'eau. « Mon bon monsieur, buvez !» chuchotait-il, se jetant vers lui avec la carafe. « Ça peut aider, peut-être. » La peur et la compassion de Porphyri Petrovitch étaient à ce point naturelles que Raskolnikov se tut et se mit à le scruter avec une curiosité frénétique. L'eau, du reste, il la refusa. « Rodion Romanovitch, mon petit mignon, mais vous vous rendrez fou comme ça, je vous jure. Oh là là là, oh là là, tenez, buvez. Mais buvez donc un petit peu. » Il l'obligea tout de même à prendre le verre d'eau. Raskolnikov machinalement le porta à ses lèvres, mais, se reprenant, il le reposa sur la table avec dégoût. « Oui, une petite crise, n'est-ce pas, qu'on nous a faite, comme ça. Vous allez retomber dans votre maladie, mon bon ami, » se mit à glousser Porphyri Petrovitch avec une compassion amicale, mais avec encore du reste une espèce d'air toujours un peu perdu. « Mon Dieu, mais comment pouvez-vous ne pas veiller sur vous comme ça ? » Dmitri Prokofitch, tenez, il est venu me voir hier. Oh, je veux bien, n'est-ce pas, j'ai un caractère moqueur, mauvais, et eux, voilà de ça les conclusions qu'ils tirent. Mon Dieu, il arrive hier, après votre départ, on dînait, il parle, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, je me dis, ah, mais mon Dieu, c'est de votre part peut-être qu'il est venu. Mais asseyez-vous donc, mon bon monsieur, asseyez-vous, nom du Christ. Non, pas de ma part, mais je savais qu'il était allé vous voir et pourquoi il y était allé, répondit violemment Raskolnikov. Vous le saviez? Oui, et alors? Ben quoi, mon bon monsieur, Rodion Romanovitch, mais je connais bien d'autres exploits, je suis au courant de tout, n'est-ce pas? Je sais comment vous êtes allé louer l'appartement là, à la nuit tombante, quand il faisait noir, et comment vous avez tiré sur la clochette et vous avez demandé où était le sang. Vous avez bien étonné les ouvriers et les concierges. Oh, je comprends votre humeur, je veux dire votre état d'esprit à ce moment-là, mais n'est-ce pas? Vous allez vous rendre fou, tout simplement, un point c'est tout. Ça va faire du tournis. L'indignation, n'est-ce pas, qui bouillonne trop en vous. Une indignation noble, suite à toutes les offenses reçues, celle du destin d'abord, et puis des gendarmes. Et vous, donc, vous courez de ci, de là pour, comment dire, faire vite parler tout le monde et en finir une fois pour toutes, parce que vous en avez assez de toutes ces bêtises et de tous ces soupçons, n'est-ce pas que c'est ça? Je l'ai bien deviné, votre humeur. Seulement comme ça, ce n'est pas qu'à vous que vous donnerez le tournis. Vous le ferez aussi pour Azomekhin, et lui, n'est-ce pas? C'est un homme trop bon pour ça, vous savez bien. Vous, c'est une maladie, mais lui, c'est la vertu. Du coup, la maladie, pour lui, elle est contagieuse. Je vous raconterai, mon beau monsieur, quand vous vous serez calmé. Mais asseyez-vous donc, mon bon monsieur, au nom du ciel! S'il vous plaît! Asseyez-vous, vous êtes décomposé. Mais asseyez-vous donc une seconde! Raskolnikov s'assit, ses tremblements passaient, la fièvre envahissait tout son corps. Pris d'une stupéfaction profonde, il écoutait, tendu de toutes ses forces. Porphyri Petrovitch, qui, apeuré, amical, s'affairait autour de lui. Mais il ne croyait pas une seule de ses paroles, même s'il ressentait une étrange inclination à la croire. Les paroles inattendues de Porphyri sur l'appartement l'avaient complètement hébété. Mais comment ça se fait donc qu'il soit au courant pour l'appartement? Se sentit-il se demander, et c'est lui-même qui le raconte. Oui, n'est-ce pas, il y a eu un cas presque pareil psychologique dans notre pratique, n'est-ce pas, judiciaire, un cas, n'est-ce pas, de maladie, poursuivait à toute vitesse Porphyri, lui aussi, de lui-même, il s'accusait d'un meurtre, et encore, comment il s'accusait? Il nous a fait toute une hallucination, il a montré les faits, il a raconté les circonstances, il a embrouillé, trompé tout le monde, et quoi? Lui,
mais sans aucune préméditation. Il était en partie un prétexte du meurtre, mais seulement en partie. Et dès qu'il avait appris qu'il avait donné un prétexte aux assassins, il a eu une angoisse, il s'est embrumé les esprits, il a eu des visions, il s'est complètement dérangé, et il s'est mis à se persuader que c'était lui l'assassin. Bon, c'est le Sénat, en fin de compte, qui a élucidé l'affaire, et le malheureux a été acquitté et envoyé dans un asile. Merci le Sénat. Eh ouais, aïe aïe aïe, mais comment ça se fait, mon bon monsieur? Comment ça? C'est le délirium qu'on peut se forger quand il y a des tendances aussi fortes à s'agacer les nerfs, aller la nuit, sonner à la clochette et poser des questions sur le sang. Cette psychologie-là, n'est-ce pas? Je l'ai étudiée dans ma pratique. Ça arrive, n'est-ce pas, que les gens ils se sentent aimantés à sauter par la fenêtre ou du haut du clocher. Cette sensation, elle est bien séduisante, ouais, aussi, n'est-ce pas, les clochettes. La maladie, Ronny Romanovitch, la maladie. Votre maladie, vous avez commencé à trop la mépriser. Vous prendriez conseil auprès d'un médecin d'expérience, parce que sinon, le gros, là, qui vous soigne, vous avez le délire. Tout ce que vous faites là, c'est juste à cause de votre délire. Un instant, tout se mit à tourner autour de Raskolnikov. Est-ce que vraiment, se sentait-il se dire en un éclair, il ment aussi maintenant? Impossible, répondait-il, repoussant cette idée et ressentant à l'avance jusqu'à quel degré de furie et de rage cette idée pouvait le mener, sentant que, sous le coup de la fureur, il était bien capable de devenir fou. Ce n'était pas du délire, c'était en toute conscience, s'écria-t-il, tendant toutes les forces de son esprit pour pénétrer le jeu de Porphyrie. En conscience, vous entendez? Ouais, je comprends, j'entends bien. Hier déjà, vous disiez que ce n'était pas du délire. Vous insistiez même particulièrement que ce n'était pas du délire. C'est tout ce que vous pouvez dire, je comprends. Oh là là là. Mais écoutez donc, Ronny Romanovitch, mon bienfaiteur, tenez, ne serait-ce que cette circonstance, parce que si réellement vous étiez le criminel dans cette maudite affaire, ou si vous y étiez mêlé d'une façon ou d'une autre, est-ce que vous vous mettriez de vous-même à insister, voyant que ce n'était pas du délire tout ce que vous avez fait, mais qu'au contraire, vous étiez pleinement conscient? Et insister très fort, en plus insister avec un entêtement pareil, particulier, est-ce que ce serait possible? Est-ce que ça se serait possible, dites? Mais ce serait absolument le contraire à mon avis, parce que si vous vous sentiez coupable de quoi que ce soit, c'est exactement sur le contraire qu'il faudrait insister, comme quoi non, absolument, je délirais, n'est-ce pas, hein, que c'est vrai? Quelque chose de rusé sonna dans cette question. Raskolnikov se rejeta contre le dossier du divan pour échapper à Porphyrie qui se penchait vers lui et fixement, il l'observait avec stupeur. Oui, au sujet de Monsieur Razumikhin, c'est-à-dire pour savoir si c'est de lui-même qu'il est venu ou si sur votre demande, vous devriez me dire tout particulièrement qu'il est venu de lui-même et cacher que c'était sur votre demande. Or, vous ne le cachez pas du tout. Vous, justement, vous insistez pour dire que c'était sur votre demande. Raskolnikov n'avait jamais insisté sur cela. Un frisson lui parcourut le dos. « Vous dites toujours des mensonges, » murmura-t-il d'une voix lente et faible, les lèvres déformées par un sourire douloureux. « Encore une fois, vous voulez montrer que vous connaissez tout mon jeu. Vous connaissez d'avance mes réponses, disait-il, sentant presque qu'il ne pesait plus ses paroles comme il aurait dû. Vous voulez me faire peur, ou bien tout simplement vous vous moquez de moi ?» Il continuait de le fixer des yeux en lui disant ces mots et soudain, une nouvelle fois, une rage sans limite lui brilla dans les yeux. « Vous ne dites que des mensonges, » s'écria-t-il. « Vous savez parfaitement vous-même que la meilleure couverture pour un criminel, c'est de ne pas cacher autant que possible ce qu'on peut ne pas cacher. Je ne vous fais pas confiance un seul instant. »« Vous êtes une vraie girouette, vous, » fit Porphyrie, dans un petit rire. « Mais on n'est pas sorti de l'auberge avec vous, mon bon monsieur. Une monomanie ou quoi que vous avez. Alors, vous ne me faites pas confiance. Mais moi, je vous dirais que si vous me faites confiance, vous me faites confiance pour un petit quart d'archine, et moi, je ferai en sorte que votre confiance, elle fasse un archine tout entier, parce que c'est en vérité que je vous aime. Et je vous souhaite sincèrement du bien. » Les lèvres de Raskolnikov tremblèrent. « Oui, je vous souhaite du bien, n'est-ce pas? Je vous le dis, et c'est définitif. » poursuivait-il, prenant le bras de Raskolnikov un peu plus haut que le coude, dans un geste léger et amical. « Définitif, n'est-ce pas, je vous le dis. Prenez garde à votre maladie.
En plus, tenez, vous venez de recevoir la visite de ces dames de votre famille, au moins pensez à elles. Vous devriez les choyer, les apaiser, et vous, tout ce que vous faites, c'est que vous leur faites peur. En quoi ça vous regarde? Comment vous le savez? Pourquoi ça vous intéresse à ce point? Vous m'espionnez donc? Et vous voulez me le montrer? Mon bon monsieur, mais c'est de vous-même que j'ai tout compris. Vous ne remarquez même pas que dans votre émotion, vous dites tout le premier, et à moi, et aux autres. Il y a aussi monsieur Dmitri Prokofitch Razumekine, hier soir, qui m'a appris plein de détails intéressants. Non, n'est-ce pas? Tenez, vous m'avez interrompu et je vous dirais qu'avec tous vos soupçons, malgré toute votre finesse, vous avez même daigné perdre le simple bon sens. Tenez par exemple qu'on revienne toujours à notre thème au sujet, je veux dire, de nos clochettes. Une chose aussi précieuse que ça, n'est-ce pas? Un fait pareil, parce que, n'est-ce pas, c'est un fait plein et entier. Moi, je vous le livre, pieds et mains liés, moi, l'enquêteur, et vous ne voyez donc rien là-dedans? Mais si je vous soupçonnais ne serait-ce qu'un petit peu, est-ce que c'est ça que j'aurais dû faire? Au contraire, au début, il aurait fallu que j'entame vos soupçons, ne pas montrer du tout que je suis au courant de ce fait-là, vous entraîner, je ne sais pas, dans une direction opposée, et brusquement, comme le marteau de la hache sur le haut du crâne, selon votre expression, vous renverser. Et qu'est-ce que vous faisiez, voilà, monsieur, dans l'appartement de la défunte à 10 heures du soir, pour ne pas dire à 11 heures? Et pourquoi vous avez tiré la cloche? Et pourquoi avez-vous posé des questions sur le sang? Et pourquoi vous demandiez au concierge de vous accompagner au poste chez le lieutenant du secteur? Voilà ce que j'aurais dû faire si j'avais ne serait-ce qu'un petit soupçon contre vous. Il faudrait que je vous prenne une déposition officielle et perquisitionner chez vous, et puis en plus de ça, tant que j'y serai, que je vous arrête. C'est donc que je ne nourris aucun soupçon à votre encontre. Si j'agis autrement, c'est vous qui avez perdu le sens commun et qui ne voyez rien, n'est-ce pas? Je vous le répète. Raskolnikov frissonna de tout son corps au point que Porfiri Petrovitch ne le remarqua que trop clairement. « Toujours des mensonges que vous dites, s'écria-t-il. Je ne connais pas votre but, mais vous dites toujours des mensonges. Tout à l'heure, ce n'est pas pour ça que vous le disiez, et je ne peux pas me tromper, vous mentez. »« Moi, je mens !» reprit Porfiri, qui s'échauffait visiblement mais gardait l'air le plus joyeux et le plus moqueur, et semblait-il ne s'inquiétait pas le moins du monde de l'opinion qu'avait de lui M. Raskolnikov. « Je mens ! Mais comment ai-je agi envers vous tout à l'heure, moi l'enquêteur? Je vous ai soufflé, je vous ai donné tous les moyens de votre défense. Je vous fais ressortir moi-même toute la psychologie. La maladie, n'est-ce pas, le délire, l'humiliation, la mélancolie, et les gendarmes, etc. Hein? Même si, du reste, j'en profite pour le dire, tous ces moyens psychologiques pour la défense, tous ces biais, ces esquives, c'est incroyablement inconsistant, c'est à double tranchant, toujours. La maladie, n'est-ce pas, le délire, les songeries comme une vision que j'ai eue, je ne m'en souviens plus. Tout ça, c'est bel et bon. Mais pourquoi donc? Mon bon monsieur, dans votre maladie, dans votre délire, c'est justement ces songes-là, ces visions-là qui vous viennent, et pas d'autres. Parce qu'il pourrait y en avoir d'autres, n'est-ce pas? Hein? C'est vrai? Raskolnikov lui jeta un regard fier et méprisant. « Bref, dit-il d'une voix insistante et sonore, en se levant et en repoussant légèrement Porfiri. Bref, je veux savoir, reconnaissez-vous que je suis entièrement libre de tout soupçon, oui ou non? Dites-le, Porfiri Petrovitch. Dites-le d'une façon positive et définitive, et vite, tout de suite. » Mais quelle histoire avec vous! S'écria Porfiri avec un air joyeux, rusé et pas du tout inquiet. Mais à quoi ça vous sert? À quoi ça vous sert d'en savoir tant, si on ne vous a même pas encore inquiété une seule fois? Vous êtes vraiment comme un enfant. Hop, je prends le feu dans les mains, et pourquoi êtes-vous si inquiet? Pourquoi c'est vous-même qui demandez qu'on vous prenne? Et quel but vous avez donc, hein? Je vous le répète, s'écria furieux Raskolnikov, que je ne peux plus supporter. Supporter quoi? Le doute, c'est-à-dire? L'interrompit Porfiri. Ne me narguez pas. Je ne veux pas. Je vous dis que je ne veux pas. Je ne veux pas et je ne veux pas. Vous entendez? Vous entendez? Cria-t-il, tapant à nouveau du poing sur la table. Moins fort, enfin, moins fort, on finira par vous entendre. Je vous préviens sérieusement, faites attention à vous, je ne plaisante pas.
chuchota Porphyrie, mais cette fois on ne voyait plus sur son visage cette expression de bonhomie féminine et un peu apeurée qu'il avait auparavant. Au contraire, à présent, il ordonnait d'un ton direct, sévère, les sourcils froncés, et comme s'il brisait d'un seul coup tous les mystères et tous les doubles sens. Mais cela ne dura qu'une seconde. Raskolnikov, d'abord surpris, tomba soudain dans une véritable frénésie. Mais, chose étrange, il obéit soudain à l'ordre de parler moins fort, même s'il se trouvait au paroxysme de la fureur. « Je ne me laisserai pas torturer », chuchota-t-il, soudain, comme l'instant d'avant, ressentant à la même seconde avec douleur et haine au fond de lui-même qu'il ne pouvait pas ne pas obéir à cet ordre, et entrant à cette idée dans une furie encore plus grande. « Arrêtez-moi, fouillez-moi, mais je vous prie d'agir selon les formes et de ne pas jouer avec moi, je vous interdis. » « Mais ne vous inquiétez donc pas de la forme, » l'interrompit Porphyrie avec la même moquerie rusée et en contemplant Raskolnikov avec même une sorte de jouissance. « Je vous ai invité, mon bon monsieur, en ce moment, juste comme vous soyez chez moi, tout à fait, n'est-ce pas, à titre amical ?»« Je n'en veux plus de votre amitié. Je lui crache dessus, vous entendez ? Et voilà, je prends ma casquette et je m'en vais. Tiens maintenant, qu'est-ce que tu vas dire, si tu as l'intention de m'arrêter ?» Il saisit sa casquette et se dirigea vers la porte. « Et la petite surprise ? Vous ne voulez pas la voir, alors ?» fit Porphyrie avec un petit rire en le saisissant à nouveau juste au-dessus du coude et en l'arrêtant devant la porte. Il devenait visiblement de plus en plus gai, joyeux, et cela faisait définitivement sortir de ses gonds Raskolnikov. « Quelle petite surprise! Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, s'arrêtant soudain et regardant Porphyrie avec effroi. « Une petite surprise! Là, ici, je la fais attendre derrière la porte. » Il indiqua du doigt la porte fermée dans la cloison qui donnait sur son logement de fonction. « J'ai fermé à clé, d'ailleurs, pour qu'elle ne file pas. »« Qu'est-ce que c'est? Où? Quoi ?» Raskolnikov s'approcha de la porte et voulut ouvrir, mais elle était fermée à clé. « Fermée à clé, n'est-ce pas? Voilà la clé !» Et de fait, il lui montra la clé la sortant de sa poche. « Tu mens toujours !» hurla Raskolnikov, incapable de plus se retenir. « Tu mens, Polichinelle maudit !» Et il se jeta sur Porphyrie qui avait battu en retraite jusqu'à la porte, mais ne montrait pas la moindre peur. « Je comprends tout, tout !» fit-il bondissant vers lui. « Tu mens et tu me nargues pour que je me trahisse. » Mais ce n'est pas possible de se trahir plus, mon bon monsieur Rodion Romanovitch. Vous tombez là dans de la frénésie. Ne criez pas enfin, je vais appeler les gens. Tu mens, il n'y aura rien du tout. Appelle les gens. Tu savais que je suis malade. Tu voulais m'énerver, me pousser à la furie pour que je me trahisse. Le voilà ton but. Non, donne-moi des faits, j'ai tout compris. Tu n'en as pas de faits. Tu n'as rien que des suppositions minables, ridicules, le genre à Samyotov. Tu connais mon caractère. Tu voulais me pousser à la frénésie et puis m'abasourdir d'un coup avec les pop et les députés. C'est eux que tu attends, hein? Tu attends quoi? Où? Donne! Mais quel député encore? Mon bon monsieur, c'est l'ubie qu'on peut avoir. Mais ce n'est pas possible. Comme ça, d'opérer dans les formes, comme vous dites. Vous n'y connaissez rien, mon bon. Quant à la forme, elle ne bougera pas. Vous verrez bien, murmurait Porphyrie, l'oreille tendue vers la porte. De fait, à cet instant précis, juste à la porte, dans l'autre pièce, on entendit comme du bruit. « Oh! On vient !» s'écria Raskolnikov. « Tu les as envoyés chercher. Tu les attendais. Tu avais calculé. Allez, amène-les tous. Les députés, les témoins, ce que tu veux. Vas-y, je suis prêt. Je suis prêt !» Mais là, il arriva une aventure étrange, quelque chose de tellement inattendu pour la marche habituelle des choses, que cette fois, ni Raskolnikov, ni Porphyrie Petrovitch ne pouvaient prévoir un dénouement pareil.